La chaleur écrasante de juillet frappa Brick Brody Harlow comme une force physique lorsqu'il descendit du transport militaire à Fort Benning. Après 3 missions éprouvantes avec les Army Rangers dans certaines des zones les plus hostiles du Moyen-Orient, il était enfin de retour chez lui. Son sac de voyage lui paraissait léger comparé au poids de tout ce qu'il avait vu et vécu au cours des 4 dernières années. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Brody consulta son téléphone pour la première fois depuis son atterrissage sur le sol américain. Il s'attendait à recevoir un message de Mélanie, sa femme depuis 12 ans, lui confirmant qu'elle arrivait pour le chercher. Mais à la place, son estomac se noua en lisant. Ne te donne même pas la peine. Les serrures ont été changées. Les enfants ne veulent plus te voir. C'est fini. Il resta figé, immobile, sous la chaleur étouffante de la Géorgie, tandis que d'autres soldats passaient à côté de lui, retrouvant leur famille dans une ambiance de célébration. Le message semblait s'être gravé dans sa rétine alors que son esprit tentait de comprendre. Leur dernier appel vidéo, 3 semaines plus tôt, lui avait semblé normal. Certes, leur conversation était devenue de plus en plus tendue pendant sa dernière mission, mais rien ne laissait présager cela. Ses pouces planèrent un instant au-dessus de l'écran. Une douzaine de réponses furieuses lui traversèrent l'esprit. Finalement, il écrivit seulement 2 mots. Comme tu veux. Quiconque connaissait bien Brody aurait reconnu le danger silencieux derrière ces mots. Pendant son temps en tant que ranger, il était devenu célèbre pour sa précision chirurgicale. Quand le chaos éclatait et que les autres criaient ou paniquaient, Brody, lui, devenait étrangement calme. Comme tu veux. C'était ce qu'il disait avant d'exécuter les opérations les plus dévastatrices avec une précision terrifiante. Il passa un seul appel. Léona Fisk, j'écoute. La voix était nette, professionnelle. C'est Brody Harlow. J'ai besoin de vos services immédiatement. Je croyais que vous ne rentriez que la semaine prochaine. Changement de programme. Pouvez-vous me voir aujourd'hui? Pour vous? Absolument. Mon bureau. Dans 2 heures. Brody est là un taxi. Pas vers la maison de banlieue où sa femme et leurs enfants, Trevor, 16 ans, et Amelia, 14 ans, ne voulaient apparemment plus de lui. Non. Il se fit conduire vers le bureau en centre-ville de l'une des avocates spécialisées en divorce les plus redoutées de l'État. Alors que le taxi s'éloignait, il s'autorisa un bref instant de pure émotion, fermant les yeux pour laisser la trahison l'envahir. Puis, comme il l'avait fait tant de fois en zone de combat, il compartimenta. Ceci était désormais une mission. Et Brody Harlow n'échouait jamais en mission. Chapitre 2, premier mouvement. Le bureau de Léona Fisk respirait à la fois le succès et l'intimidation, tout en surface brillante et angles aiguisés. L'avocate elle-même était à l'image de son bureau, impeccable dans un tailleur sur mesure, ses cheveux blonds platine tirés en un chignon strict, et un regard qui évaluait votre valeur dès l'instant où vous franchissiez la porte. Donc, dit-elle en se calant dans son fauteuil après que Brody eut exposé la situation, elle a attendu que vous soyez littéralement sur le sol américain pour vous dire de ne pas rentrer chez vous? C'est froid. Même selon mes standards. J'ai besoin de savoir à quoi je fais face, répondit Brody. Ensuite, j'ai besoin d'options. Le sourire de Léona était celui d'un prédateur. Qu'avez-vous voulu dire exactement par « comme tu veux » ? Que je respecterai son souhait de mettre fin à notre mariage, mais selon mes conditions. Parfait. Les faibles veulent sauver ce qui ne peut plus l'être. Vous n'êtes pas là pour la reconquérir? Non, confirma Brody. Je suis ici pour gagner. Pendant 1 heure, ils mirent en place la première phase de ce que Léona appelait l'option nucléaire. À la sortie de son bureau, Brody avait signé des documents qui enclenchaient une série de manœuvres financières et juridiques, prêtes à être exécutées à 9 heures précises le lendemain matin. Après avoir sécurisé une chambre d'hôtel, Brody passa un second appel stratégique, à son plus vieil ami, Wyatt Denny. Ils avaient grandi ensemble dans la campagne de Pennsylvanie, s'étaient engagés ensemble, même si Wyatt avait quitté l'armée 5 ans plus tôt. J'ai besoin d'une surveillance de ma maison, expliqua Brody après l'avoir mis au courant. Je dois savoir qui entre et qui sort. Tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre, dit Wyatt, plus qu'il ne demanda.
J'ai besoin de preuves. Et de détails. Je m'en occupe. Et Brody, je suis désolé, frère. À la tombée de la nuit, son téléphone vibra sans relâche. Mélanie. Il laissa sonner. Puis vinrent les messages. Qu'est-ce que tu as fait? Réponds à ton foutu téléphone. Tu ne peux pas disparaître comme ça. À exactement 22h37, Wyatt envoya une série de photos sur le téléphone de Brody. Elle montrait une Audi bleue nuit garée dans son allée. Un homme grand, aux cheveux soigneusement coupés, sortait du véhicule et était chaleureusement accueilli par Mélanie à la porte. La dernière photo les montrait en train de s'enlacer dans l'entrée. Pas comme deux amants récents, mais avec l'intimité familière d'une relation bien établie. Il s'appelle Preston, disait le message de Wyatt. Promoteur immobilier. Il est venu chez toi 6 fois ces 2 dernières semaines. Les enfants ont l'air de bien le connaître. Brody reposa son téléphone avec précaution. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Cette nuit-là, il dormit profondément. Le sommeil paisible d'un homme qui a trouvé un but clair. Le lendemain matin, à 9h17, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, ce n'était pas Mélanie, mais son avocat, un certain Rutherford, dont la voix monta de plusieurs tons en l'entendant. Vous n'avez aucun droit légal de toucher à son fonds de fiducie. 19 appels manqués, et vous osez faire ça? C'est du chantage. C'est impensable. Brody coupa l'appel et se tourna vers la fenêtre. Il esquissa un petit sourire froid. Phase 1, terminée. Chapitre 3, l'ombre du soldat. Le parcours de Brody, de fil de fermier en Pennsylvanie à membre d'élite des Army Rangers, était pavé de discipline exceptionnelle et d'un génie tactique naturel. Plus jeune de 4 frères élevés par un père veuf, il avait appris très tôt que survivre nécessitait de la stratégie. Tandis que ses frères misaient sur la force brute, Brody, lui, développait patience et précision. Il rencontra Mélanie Stanford lors de sa première permission après l'école des Rangers. Elle faisait ses études de droit à Georgetown. Brillante, ambitieuse, issue d'une riche famille de la Nouvelle-Angleterre. Leur attirance fut immédiate. Dans les 6 mois qui suivirent, ils étaient mariés. Sa famille avait accepté l'union à contre-cœur, malgré leurs réserves concernant son choix d'un homme militaire. Lorsque Trevor naquit, Brody était aux États-Unis, travaillant comme instructeur tactique. C'était de bonnes années. Mélanie construisait sa carrière d'avocate pendant que Brody gravissait les échelons des Rangers. Après la naissance d'Amelia, les déploiements devinrent plus longs, plus dangereux. Et à chaque retour, la distance entre eux semblait avoir grandi. Lors de sa 2e mission, le père de Mélanie mourut, lui laissant un important fonds fiduciaire, assorti de conditions byzantines. L'une d'elles stipulait que son conjoint ne pouvait y accéder sans son autorisation expresse. Une autre indiquait qu'en cas de divorce, les fonds seraient gelés jusqu'à ce qu'elle se remarie ou atteigne 55 ans. Ce que Mélanie ignorait, c'est que Brody avait passé des années à étudier le droit financier et les structures juridiques, un passe-temps né de son esprit tactique obsédé par la compréhension des systèmes. Il avait trouvé une faille dans la fiducie que même les avocats coûteux de son père avaient manqué. Elle impliquait un transfert temporaire des droits de gestion pendant les périodes d'abandon du domicile conjugal par l'un des époux. En envoyant ce texto alors qu'il rentrait de mission, elle avait, sans le savoir, activé cette clause. Brody n'avait pas touché un centime de son argent, mais il avait légalement gelé toute la fiducie, empêchant tout retrait ou transfert. Maintenant, dit l'avocate Léona en glissant un dossier sur son bureau lors de leur rendez-vous de suivi. Vous aviez raison, dit-elle. Preston n'est pas seulement l'amant de votre femme. Il se connaissait avant même votre mariage. C'était son ex-petite amie de la faculté de droit. Brody hocha la tête, sans surprise. Le calendrier des faits, basé sur les relevés de cartes bancaires, les factures d'hôtel et les reçus de restaurant, montrait qu'il s'était reconnecté il y a environ 18 mois, peu après son départ pour sa dernière mission. 18 mois. Pendant qu'il dégageait des bâtiments et voyait ses camarades mourir, Mélanie reconstruisait sa vie avec un autre. Quelqu'un qui avait toujours été en embuscade. « Et mes enfants ?» demanda Brody, sa voix trahissant pour la première fois une émotion. Le visage de Léona s'adoucit légèrement.
Ce Preston joue les pairs. Sortie le week-end, cadeau coûteux. Votre fils semble réticent. Son activité sur les réseaux sociaux suggère qu'il est en colère contre les deux adultes. Votre fille, en revanche, semble plus ouverte à la situation. Brody encaissa l'information, la mâchoire crispée. Et la maison? A-t-elle contracté de nouveaux prêts ou hypothèques? Non. Mais il y a quelque chose d'étrange concernant la propriété voisine de la vôtre. Elle a été achetée par l'une des sociétés écrans de Preston, il y a 6 mois. Le timing suggère qu'ils envisagent de fusionner les deux propriétés. Les pièces du puzzle s'imbriquèrent dans l'esprit de Brody. Ce n'était pas simplement une liaison. C'était un remplacement total. Et s'installer littéralement à côté, prêt à absorber non seulement sa famille, mais aussi son espace physique. Ils sont efficaces, commenta froidement Brody. La plupart des liaisons sont impulsives. Celle-ci était planifiée. Je suis d'accord, répondit Léona. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont fait de grosses erreurs. Par exemple, et a transféré $200 000 à Mélanie il y a 3 mois, qu'elle a utilisé pour redécorer votre maison. C'est un bien conjugal qu'elle a modifié avec l'argent de son amant. De plus, elle a payé les dépenses du foyer à partir de votre compte joint tout en entretenant cette relation. Brody hocha la tête. C'est bon, mais insuffisant. Il me faut quelque chose qui me donne un avantage concernant la garde des enfants. Léona haussa un sourcil. Les tribunaux favorisent généralement les mères. Les tribunaux favorisent la stabilité et la sécurité, corrigea Brody. Trouvez-moi une preuve qu'elle ne peut offrir ni l'un ni l'autre. Alors qu'il quittait le bureau de Léona, son téléphone vibra. Un message de Wyatt, j'ai quelque chose d'important. Retrouve-moi au lieu habituel. Le lieu habituel était un petit dîner à la périphérie d'Atlanta où il se retrouvait souvent pendant les permissions. En entrant, Brody repéra Wyatt au fond d'une cabine, le dos droit malgré ses vêtements civils. « À quel point c'est grave ?» demanda Brody en s'asseyant. « Tout dépend de ta définition », répondit Wyatt en glissant une petite clé USB sur la table. « Ta femme et son copain ne font pas que jouer à la famille. Ils prévoient de déménager au Costa Rica. Ils ont acheté une propriété, se sont renseignés sur les écoles pour les enfants. Tout est prêt. Quand? Le mois prochain. Juste après la rentrée. Les enfants ne sont au courant de rien. » Brody mit la clé dans sa poche. « Comment as-tu eu ça ?» Le sourire de Wyatt était sombre. « Disons juste que monsieur a besoin d'une meilleure cybersécurité pour son cloud. » Brody acquiesça, assimilant l'information. Sa famille ne faisait pas que continuer sans lui. Il planifiait de disparaître dans un autre pays. Le froid en lui se transforma en quelque chose de plus dur. « Il me faut encore une chose, » dit Brody. « Accès à notre maison. Pas pour les confronter. Juste pour récupérer quelque chose qui m'appartient. » Ce soir, demanda Wyatt. Ils assistent à un gala de charité en centre-ville. Les enfants seront au lac, chez avec sa gouvernante. Wyatt observa le visage de son ami. Brody, quoi que tu prévois est nécessaire, termina Brody. Tu es avec moi ou pas? Leurs regards se croisèrent dans un silence plein de sens, une compréhension forgée au combat. Toujours, dit enfin Wyatt. Mais souviens-toi de qui tu es. Le sourire de Brody ne toucha pas ses yeux. C'est exactement ce sur quoi je compte qu'ils oublient. Chapitre 4 Vérités enfouies. La maison était exactement comme dans ses souvenirs, de l'extérieur. Une spacieuse demeure coloniale dans une banlieue huppée. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Les confortables canapés en cuir qu'il avait choisis avaient été remplacés par du mobilier moderne aux teintes froides de gris et de bleu. Les photos de famille avaient disparu, remplacées par de l'art abstrait. On aurait dit que Mélanie avait tenté d'effacer toute trace de leur vie commune. Brody avançait silencieusement à travers cet espace transformé, enregistrant les changements avec une précision détachée. Dans le bureau, il trouva ce qu'il cherchait, un coffre mural dissimulé derrière un tableau. Le code était la date d'anniversaire de Trevor exactement comme il l'avait laissé. À l'intérieur,
Une petite boîte ignifuge contenait les médailles de son grand-père datant de la Seconde Guerre mondiale, des documents relatifs à sa carrière militaire, et une enveloppe scellée. Il ne prit que l'enveloppe, laissant tout le reste intact. Alors qu'il s'apprêtait à partir, quelque chose attira son regard sur le bureau de Melanie, des plans architecturaux. Il les photographia minutieusement. Des rendus détaillés montraient un projet visant à relier leur propriété à la maison voisine, pour créer un immense domaine. Les plans étaient datés d'il y a 14 mois, soit 4 mois après le début de sa dernière mission. Avant de partir, Brody fit un dernier détour par les chambres de ses enfants. Celle de Trevor était restée quasiment intacte, trophées de sport, affiches de jeux vidéo, chaos organisé. Sur son bureau, une photo encadrait le Fija, lui et Trevor, lors d'une sortie de pêche 3 ans auparavant, tous deux souriant à pleines dents. C'était la seule photo de Brody encore visible dans toute la maison. La chambre d'Amelia, elle, avait complètement changé. Décorée désormais dans des tons violets et argentés sophistiqués, elle ressemblait davantage à l'appartement d'une étudiante qu'à la chambre d'une adolescente de 14 ans. Sur son tableau d'affichage, Brody remarqua des billets de concert, des diplômes scolaires, et une photo d'Amelia, Melanie et Preston dans ce qui semblait être une station de ski. Il ressemblait à une famille parfaite. Il quitta les lieux aussi silencieusement qu'il y était entré. Les clés de la maison, censées ne plus fonctionner, furent déposées délibérément sur le comptoir de la cuisine, là où Melanie les trouverait. Le lendemain matin, Brody rencontra Harris Bentley, un ancien officier du renseignement devenu détective privé, recommandé par Wyatt. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Preston, » expliqua Brody. « Pas juste en surface. Je veux savoir ce qu'il cache. » Harris, un homme frêle au regard perçant, hocha la tête. « Tout le monde cache quelque chose. Jusqu'où voulez-vous que j'aille ? » « Jusqu'au bout. » Tandis que Harris menait son enquête, Brody passait à la phase suivante de son plan. Il contacta l'entraîneur de cross de Trevor et organisa un hasard pour croiser son fils après l'entraînement. Lorsque Trevor sortit du vestiaire, il s'arrêta net en voyant son père. « Papa. » Sa voix se brisa. « Maman a dit que tu ne reviendrais plus. »« Je suis là, fiston, » répondit simplement Brody. Le visage de Trevor exprima successivement la stupeur, la confusion, puis la colère. « Où étais-tu ? Cela fait 4 jours que tu es rentré. J'avais des choses à régler d'abord. Ta mère m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu à la maison. » Trevor détourna le regard. « Elle dit que tu nous as abandonnés. Que tu as choisi les Rangers au lieu de ta famille. C'est pour ça que tu ne voulais pas me voir ? » Je n'ai jamais dit ça. La tête de Trevor se redressa d'un coup. Elle nous a dit que tu voulais une rupture nette. Pas d'au revoir. Brody garda une expression neutre, malgré la colère qui grondait en lui. Je vois. Est-ce que vous allez divorcer, toi et maman ? Ça en a tout l'air. Trevor donna un coup de pied au sol. C'est à cause de Preston ? En partie. Je le déteste, marmonna Trevor. Il agit comme s'il nous faisait tous une immense faveur. Amelia le croit, mais pas moi. Ils discutèrent pendant 30 minutes. Brody prit soin de ne pas critiquer ouvertement Melanie, tout en aidant Trevor à comprendre que bon nombre de ses croyances étaient basées sur des mensonges. Lorsque le SUV de Melanie entra sur le parking, Brody se leva. « Je dois y aller. Mais Trevor, quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, je reste ton père. Ça ne changera jamais. » Alors que Brody s'éloignait, Trevor l'interpella. « Papa, tu vas juste le laisser tout prendre ?» Brody se retourna, son visage impassible. « Non, fiston. Je ne vais pas le laisser faire. » Plus tard dans la soirée, Harris Bentley lui présenta ses premières conclusions. Preston est irréprochable sur le papier. Projet réussi, casier vierge, respecté dans la communauté, mais il y a des incohérences. Comme ces 3 anciens associés qui ont soudainement vendu leur part pour une bouchée de pain. Ou encore cet inspecteur de bâtiment qui a changé complètement de carrière après avoir approuvé l'un des projets controversés de Hay. Mais le plus intrigant, c'est ce schéma récurrent, il cible des femmes mariées riches comme investisseuses pendant que leurs maris sont absents.
Brody se pencha en avant. Expliquez. Il approche les femmes dont les maris sont souvent absents, militaires, hommes d'affaires à l'international, politiciens. Il devient leur ami, leur confident, puis leur conseiller financier. Et tôt ou tard, le mari disparaît, souvent un divorce. Et reste, avec un accès à la richesse familiale par le biais de la femme. Et le déménagement au Costa Rica. Le regard de Harris s'assombrit. C'est là que ça devient inquiétant. Et possède effectivement des terrains là-bas, mais il a aussi des liens avec des milieux, moins recommandables. La zone où il a acheté est connue pour accueillir ceux qui veulent fuir leurs responsabilités financières ou légales. Il veut l'isoler, conclut Brody. L'éloigner de sa famille, de ses amis, de tout système juridique familier. C'est possible. Et il agit vite, le transfert de propriété de votre maison est déjà en cours, clôture prévue dans 3 semaines. Brody hocha la tête. Voilà pourquoi elle voulait que le divorce soit bouclé au plus vite. Il liquide les actifs avant de disparaître. Il y a encore une chose, ajouta Harris. L'enveloppe que vous avez récupérée dans votre coffre, qu'y avait-il à l'intérieur? Une assurance, répondit Brody. Quelque chose que je soupçonnais devoir utiliser un jour. L'enveloppe contenait la preuve d'un accord entre Brody et le père de Melanie, conclu avant le décès de ce dernier. Une promesse, en échange de la signature d'un contrat prénuptial limitant les droits de Brody sur la fortune familiale de Melanie, le père créerait une fiducie distincte pour protéger les revenus militaires de Brody en cas de divorce. L'accord avait été notarié comme il se doit, mais jamais intégré aux documents principaux de la fiducie. Cet élément de levier, ajouté aux découvertes de Harris, donnait à Brody ce dont il avait besoin pour la prochaine étape. Il appela Léona. « Je suis prêt à bouger, dit-il. Organise une réunion avec Melanie et son avocat pour demain. Ils exigent que tu débloques immédiatement la fiducie, le prévint Léona. Dis-leur que je suis prêt à discuter des conditions. Salle de conférence, à ton bureau. 14 heures. Et s'ils refusent, ils ne le feront pas, déclara Brody avec assurance. Mélanie a un calendrier à respecter. Chapitre 5, l'éveil. La salle de conférence crépitait de tension. Mélanie était assise en face de Brody, son visage autrefois familier, devenu désormais un masque de mépris glacial. À ses côtés, un avocat aux cheveux argentés nommé Rutherford affichait une indignation soigneusement cultivée. Léona, en revanche, semblait détendue, presque amusée. C'est du harcèlement et un abus financier, commença Rutherford. Votre cliente a délibérément interféré avec des biens explicitement exclus du patrimoine matrimonial. Léona sourit. Ma cliente a exercé une option légale légitime, déclenchée par les propres actions de Madame Harlow. Peut-être que si elle avait attendu qu'il soit réellement chez lui avant de changer les serrures et de l'empêcher d'accéder à sa résidence, nous ne serions pas en train d'avoir cette conversation. Les yeux de Mélanie se plissèrent. Tu n'étais pas censé revenir avant une semaine, dit-elle pour la première fois en s'adressant directement à Brody. Sa voix était tendue, contrôlée. Les calendriers de déploiement changent, répondit Brody d'un ton calme. Mais tes plans étaient déjà bien en route, n'est-ce pas? Quel plan? Intervint Rutherford. Brody fit glisser un dossier sur la table. Achats immobiliers au Costa Rica. Demande d'inscription scolaire pour mes enfants. Billets d'avion. Le visage de Mélanie perdit toute couleur en feuilletant les documents. Comment as-tu? Tu prévois d'emmener mes enfants hors du pays sans ma connaissance ni mon consentement? C'est un enlèvement parental, continua Brody. C'est une résidence de vacances, répliqua Mélanie sèchement. Et tu as été absent pendant la majeure partie de leur vie de toute façon. Absence due à mon service pour mon pays, corrigea Brody. Pas une absence choisie. Tu avais le choix. La maîtrise de Mélanie se fissura. Chaque réengagement était un choix. Chaque mission spéciale était un choix. Tu as choisi les Rangers plutôt que nous à chaque fois. Et tu as choisi Preston et bien avant mon dernier déploiement. Brody répliqua. Il y a 14 mois, pour être précis, quand tu as commandé des plans architecturaux pour relier notre propriété à la sienne. Rutherford s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise.
Peut-être devrions-nous nous concentrer sur la question immédiate du fonds en fiducie. Je vais débloquer le fonds, dit Brody, à 2 conditions. Le soulagement de Mélanie était palpable mais de courte durée. Premièrement, les enfants restent à Atlanta jusqu'à la fin de l'année scolaire, selon un régime de garde partagé standard. Pas de déménagements internationaux sans approbation judiciaire. Rutherford acquiesça. C'est raisonnable. Deuxièmement, je veux la vérité de ta part, Mélanie. Pas sur l'affaire, mais sur ce que tu as dit aux enfants. La mâchoire de Mélanie se serra. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu leur as dit que je les avais abandonnés, que je ne voulais pas les voir. Je les ai protégés d'être blessés, répliqua Mélanie. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Que leur père pourrait revenir dans un sac mortuaire, mais qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Tu leur as menti, dit Brody doucement. Trevor n'a jamais dit qu'il ne voulait pas me voir. Amelia non plus. C'était ta manipulation. La pièce tomba dans le silence. Même Rutherford semblait troublé. Je veux que tu rétablisses la vérité, continua Brody. Dis-leur la vérité. Ensuite, on pourra discuter du déblocage du fonds. Et si je refuse? Lança Mélanie. Brody fit glisser un autre document sur la table, l'accord avec son père. Alors, ceci sera transmis aux administrateurs du fonds. Ton père m'a fait certaines promesses qui supplantent tes protections prénuptiales. Le visage de Mélanie devint blanc en lisant le document. Papa ne ferait jamais ça. Ton père respectait le service et le sacrifice, expliqua Brody. Mais il reconnaissait aussi que tu as hérité de son côté impitoyable. C'était sa police d'assurance contre exactement ce scénario. Après 30 secondes, Mélanie hocha la tête d'un coup sec. Très bien. Je leur dirai la vérité. Mais ça ne change rien, Brody. Je divorce quand même. Je ne voudrais pas que ce soit autrement, répondit Brody avec froideur. Ce soir-là, Brody reçut un texto de Trevor. Maman nous a dit ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi tu ne nous as pas appelés toi-même? Il répondit. J'avais besoin d'être sûr que je pourrais faire partie de vos vies avant de faire des promesses. Tu es de retour pour de bon maintenant? Oui, plus de déploiement. Une longue pause, puis. Amelia est en colère contre maman. Elle pleure dans sa chambre. La poitrine de Brody se serra. Dis-lui que je vous verrai ce week-end. Chez moi. Tu as une maison? Je l'aurai d'ici samedi. La phase suivante s'accélérait plus vite que prévu. Brody devait rapidement sécuriser un logement et établir une stabilité. Mais d'abord, il devait neutraliser Prestoney. L'enquête approfondie de Harris Bentley avait révélé des schémas inquiétants. Le modèle commercial de Haight impliquait une forme sophistiquée de fraude immobilière, acheter des propriétés via des sociétés écrans, gonfler leur valeur grâce à des améliorations cosmétiques et des évaluations manipulées, puis les revendre à des groupes d'investisseurs comprenant ses partenaires romantiques ou leurs fonds familiaux. Ce n'est pas techniquement illégal si tout le monde sait dans quoi il investit, expliqua Harris. Mais il dissimule des détails cruciaux. 3 de ses anciennes partenaires ont perdu des millions avant de comprendre ce qui se passait. Et Mélanie? Demanda Brody. Elle a déjà investi entre 1,2 et 2 millions de dollars de son fonds dans son dernier projet, celui au Costa Rica. La propriété existe, mais les permis, les infrastructures et les valeurs projetées ne sont que du vent. Brody a traité ces informations, donc son plan est de l'emmener elle et son argent au Costa Rica, où les régulations financières américaines ne s'appliquent pas. Exactement. Et une fois là-bas, sans aucun système de soutien, elle serait complètement dépendante de lui. Brody termina sa phrase. Pour la première fois, une inquiétude pour Mélanie traversa sa colère. Malgré tout, elle restait la mère de ses enfants. Elle l'avait trahi profondément. Mais peut-être était-elle manipulée par quelqu'un d'aussi habile dans la tromperie. J'ai besoin de preuves qui tiennent devant un tribunal, décida Brody. Et je dois agir vite. Que prévois-tu? Demanda Harris. Donner à Preston est exactement ce qu'il veut, répondit Brody, ou du moins ce qu'il pense vouloir. Chapitre 6. Le démantèlement.
Preston avait construit sa vie sur des risques calculés et la capacité de lire les gens. Il se vantait de détecter les vulnérabilités et de les exploiter avec finesse. Alors, lorsque Broderick Harlow, le mari gênant qui devait être éliminé par un divorce rapide et propre, demanda une réunion privée au bureau de Hay en centre-ville, la curiosité l'emporta sur la prudence. Monsieur Harlow salua Hay avec une cordialité professionnelle en se levant derrière son imposant bureau. C'est inattendu. Brody observa l'homme qui avait couché avec sa femme. Grand, athlétique mais avec une douceur aux traits, et le charme expérimenté de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Je pensais qu'il était temps que nous parlions directement, monsieur. Et fit un geste vers une chaise. J'apprécie cela, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment quelque chose à discuter. Mélanie a pris sa décision. C'est justement pour ça que je suis ici, répondit Brody en restant debout pour reconnaître cette décision et proposer une solution qui profite à tout le monde. L'expression de Hay ne trahit rien, mais sa posture changea subtilement. Je vous écoute. Vous voulez Mélanie. Vous voulez ma maison. Vous voulez ma famille, déclara Brody d'un ton plat. J'ai accepté cela, mais la méthode actuelle, les avocats, les batailles judiciaires, va durer des mois, voire des années. Personne n'y gagne. Que proposez-vous exactement? Une rupture nette. Je cède mes parts dans la maison. J'accepte les conditions du divorce. Je soutiens même votre relation, Brody força ce dernier mot. En échange, je veux un accès garanti à mes enfants et un règlement financier à la hauteur de mes contributions au mariage. Il l'étudia, cherchant un piège. C'est étonnamment raisonnable. Mélanie vous a décrit comme inflexible. Le service militaire enseigne à reconnaître les batailles perdues d'avance, répondit Brody. Et à se repositionner stratégiquement. Je vois. Et se pencha en arrière. Et que comprendrait ce règlement financier? 2 millions de dollars. Une fraction de ce que le litige prolongé vous coûterait. Vous semblez très sûr de ce que me coûterait un procès, nota Hay. Brody haussa les épaules. J'ai fait mes recherches sur tout. Quelque chose dans son ton fit hésiter Hay. Un bref instant, l'incertitude traversa son visage avant que son masque confiant ne revienne. Je vais devoir en discuter avec Mélanie. Bien sûr, bien sûr. Mais cette offre est limitée dans le temps, 24 heures. Ce n'est pas beaucoup de temps pour une décision si importante. Je pensais que vous étiez un homme qui savait saisir rapidement les opportunités, répondit Brody. Après le départ de Brody, Hay appela immédiatement Mélanie pour lui transmettre la conversation. Ignorant tout cela, Harris Bentley avait installé la nuit précédente un équipement de surveillance dans le bureau de Hay avec l'aide d'un employé d'entretien qui devait un service à Wyatt. Il est désespéré, dit Hay à Mélanie. C'est parfait. On peut tout régler proprement et être au Costa Rica avant l'hiver. Cela semble trop facile, répondit la voix de Mélanie à travers le haut-parleur. Brody ne lâche pas. C'est un soldat, pas un homme d'affaires. Il est dépassé. Tu ne le connais pas comme moi. Il joue un double jeu. Même s'il en est un, que pourrait-il faire? La confiance est débloquée. La vente de la maison progresse. Tout est en marche. Et les enfants? Demanda Mélanie. Nous respecterons l'accord de garde jusqu'à notre départ. D'ici là, il sera installé dans sa nouvelle vie et les enfants préféreront notre situation, surtout avec les options d'école privée au Costa Rica. Et s'il conteste le déménagement international? Ce sera trop tard, crois-moi Mel. C'est pour ça qu'on travaille. Tout se met en place. L'enregistrement avait tout capté, le complot décontracté pour violer les accords de garde, la manipulation calculée, l'intention claire de frauder via le montage d'investissements au Costa Rica. C'était exactement ce dont Brody avait besoin. Le lendemain, Brody reçut un appel de Hay acceptant ses conditions, avec un rendez-vous prévu le lendemain matin pour signer les documents. Ce soir-là, il rencontra Léona pour finaliser leur contre-attaque. C'est du terrain glissant, légalement parlant, prévint Léona en passant en revue le plan. Un juge pourrait considérer cet enregistrement comme un piège. L'enregistrement n'est qu'une assurance, l'assura Brody. Ce qui compte, ce sont les preuves financières, le schéma documenté de fraude,
les investissements mensongers. Il fallait juste qu'il confirme ses intentions concernant mes enfants. Et tu es sûr de vouloir avertir Mélanie? Après tout ce qu'elle a fait. Le visage de Brody se durcit. Ce n'est plus une question de Mélanie. C'est protéger mes enfants de tous les deux. Les pièces étaient en place. La phase 3 commencerait à 9 h du matin le lendemain, au moment précis où elle croyait sceller sa victoire. Cette nuit-là, Brody reçut une visite inattendue dans sa chambre d'hôtel, Amelia. Elle se tenait dans le couloir, le visage strié de larmes et pleine de défis. « Maman ne sait pas que je suis là », lança-t-elle précipitamment. « Trevor m'a aidé à m'échapper. » Brody la fit entrer, le cœur battant. « Amelia, tu ne peux pas juste. »« Pourquoi n'as-tu pas lutté pour nous ?» demanda-t-elle. « Tu as juste disparu quand tu es revenu. Tu n'as même pas essayé de nous voir. »« On m'a dit que tu ne voulais pas me voir, » dit Brody doucement. « Et tu y crois ?» Après tout ça, sa voix se brisa. « Je t'écrivais chaque semaine. J'envoyais des mails quand tu pouvais les recevoir. J'attendais que tu rentres à la maison et... » Brody s'agenouilla devant sa fille, voyant pour la première fois à quel point elle avait grandi pendant son absence. « Je me bats pour toi maintenant, je te le promets. Maman vend notre maison. Nous allons déménager. »« Non, vous n'allez pas, » répondit Brody fermement, « pas à moins que tu ne le veuilles. » Amelia scruta son visage. « Preston dit que tu ne peux pas l'arrêter. Il dit que tu as signé des papiers. Preston ne sait pas ce qu'il attend. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Brody choisit ses mots avec soin. « Ça veut dire que parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et parfois, la vérité doit éclater avant que les gens ne soient blessés. Est-ce que tu vas faire du mal à Preston ?» Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent. « Pas physiquement », la rassura Brody. « Mais oui, je vais l'empêcher de prendre ce qui est à moi, y compris ma famille. » Amelia hocha lentement la tête. « Bien. Je le déteste. Il fait semblant d'être gentil quand maman est là, mais quand elle n'est pas là, il est différent. » Le sang de Brody se glaça. « Différent comment ? Il nous parle comme si nous étions stupides. Il dit à Trevor qu'il doit se comporter en homme et arrêter de manquer. Tu m'as dit que je devais m'adapter à la réalité parce que tu ne t'es jamais vraiment soucié de nous, de toute façon. » Sa voix s'effondra. La semaine dernière, il a attrapé le bras de Trevor quand ce dernier s'est disputé avec lui. Il a laissé des marques. La rage froide que Brody avait soigneusement contenue se cristallisa en quelque chose de létal. Quand est-ce que ça s'est passé? Jeudi. Trevor ne l'a pas laissé entrer dans sa chambre et ils se sont battus. Ta mère est au courant? Amelia secoua la tête. Trevor ne voulait pas lui dire. Il a dit que ça ne ferait qu'empirer les choses. Brody prit une profonde inspiration, recalibrant ses plans. J'ai besoin que tu rentres à la maison maintenant, mais demain, les choses vont changer. Je te le promets. Après avoir ramené Amelia chez elle en toute sécurité, avec l'aide de Wyatt pour s'assurer qu'elle ne soit pas détectée, Brody fit un dernier appel à Léona. Nous devons accélérer le calendrier, dit-il. Et ajouter un élément à notre stratégie. Qu'est-ce qui a changé? Demanda-t-elle. Tout, répondit Brody. Et a franchi une ligne qu'il ne peut pas reculer. Chapitre 7, le jugement. Les bureaux de Développement Group occupaient le 27e étage de la tour d'affaires la plus prestigieuse d'Atlanta. Tout était vert, chrome, et intimidation calculée. Quand Brody arriva pour leur réunion de 9 h, elle attendait avec 2 avocats et un sourire suffisant. « Monsieur Harlow, salua-t-il en tendant la main, j'apprécie votre pragmatisme dans cette affaire. » Brody ignora la main tendue. « Où est Mélanie ? Elle devrait être ici. » Le sourire se crispa. « Mélanie m'a confié la gestion des aspects financiers. Elle nous rejoindra pour les signatures finales. »« Ça ne marchera pas, » dit Brody calmement. « J'ai besoin que toutes les parties soient présentes avant de procéder. » Un des avocats de Hay, un jeune homme nerveux, se tortillait mal à l'aise. Monsieur nous a assuré que Madame Harlow avait approuvé ces conditions. Les a-t-elle approuvées par écrit? Demanda Brody.
J'ai sa procuration pour les affaires commerciales, intervint et d'un ton lisse. Ce n'est pas une affaire commerciale, répondit Brody. C'est un règlement de divorce qui concerne mes enfants. Soit Mélanie assiste à cette réunion, soit nous remettons à plus tard jusqu'à ce qu'elle soit disponible. La mâchoire de Hay se contracta un instant avant qu'il ne force un autre sourire. Bien sûr, laissez-moi l'appeler. Alors que Hay s'éloignait pour passer l'appel, la porte de la salle de conférence s'ouvrit à nouveau. Léona entra suivie d'un homme au visage sévère portant un costume sobre. « Monsieur Harlow, désolé pour le retard, » dit Léona d'un ton bref. L'agent Donovan était coincé dans la circulation. Et décrocha rapidement son téléphone. Franklin Donovan, FBI, division des crimes financiers, se présenta à l'homme en posant ses accréditations sur la table. Je suis ici en tant qu'observateur uniquement. À ce moment, les avocats de Hay échangèrent des regards alarmés. Qu'est-ce que c'est, exigea Hay en revenant à la table. Assurance, répondit Brody. Mélanie vient-elle? Elle sera là dans 20 minutes, dit Hay, son assurance désormais visiblement ébranlée. Peut-être devrions-nous reporter à plus tard. Parfait timing, coupa Brody. Ça nous laisse juste assez de temps pour examiner des documents supplémentaires que j'ai apportés. Léona distribua des dossiers à tous les présents. Ces documents établissaient un schéma de fraude sur titre, fraude électronique et complot s'étalant sur 7 ans et 3 États. Et rit, mais ce rire sonnait creux. C'est absurde, une tentative transparente d'extorsion. Pas d'extorsion, dit Brody calmement. Juste des faits. Vous avez fraudé d'anciennes partenaires amoureuses par des investissements immobiliers manipulés. Vous tentez la même chose avec ma femme et son fonds fiduciaire. Et plus récemment, vous avez agressé physiquement mon fils de 16 ans. Son visage devint livide. C'est un mensonge. Je n'ai jamais. Nous avons des photos des ecchymoses, l'interrompit Brody. Et des témoignages. La porte de la salle s'ouvrit de nouveau alors que Mélanie arrivait, l'air confus et de plus en plus alarmée en voyant la scène. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle. Preston, pourquoi y a-t-il un agent du FBI ici? Madame Harlow, reconnut l'agent Donovan. Veuillez nous rejoindre. Nous discutions justement de votre investissement dans le projet au Costa Rica. Mon investissement? Mélanie regarda Hay. Quel investissement? Le transfert de 1,2 million de dollars que vous avez autorisé il y a 3 semaines, expliqua Brody, pour le projet Villa Paraso. Mélanie se figea. Ce n'était pas un investissement. C'était un achat immobilier. Notre maison de retraite. Il n'y a pas de maison de retraite, dit Brody doucement. Le projet n'existe que sur le papier. Le terrain que vous pensez avoir acheté est une parcelle non développée d'une valeur de moins de 100 000 dollars. Ce n'est pas possible, protesta-t-elle. Preston m'a montré les plans, les photos, les rendus et... Léona intervint en faisant glisser des documents supplémentaires vers Mélanie. Voici les vrais registres de propriété, les permis ou leur absence ainsi que les transferts bancaires montrant où ton argent est réellement allé. Mélanie s'affaissa sur une chaise, fixant les preuves. Preston, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le masque de confiance de Hay se fissura complètement. Mélanie, c'est un malentendu. Le projet en est à ses débuts. Il n'existe pas vraiment. L'agent Donovan déclara d'un ton sec. Nous enquêtons sur monsieur et depuis 18 mois. Les preuves de ton mari ont simplement accéléré notre calendrier. La tête de Mélanie se redressa vivement. Vous étiez au courant? Demanda-t-elle à Brody. Je soupçonnais quelque chose d'anormal quand j'ai vu les plans du Costa Rica, répondit Brody. L'enquête l'a confirmé. Alors toute cette réunion était un piège, cracha Hay. Ton mari nous a tous les deux piégés. Non, corrigea Brody. Juste toi, Mélanie. Tu es aussi victime de sa fraude que ses anciens partenaires. Les avocats de Hay rassemblaient déjà leurs affaires en marmonnant qu'ils devaient consulter leurs associés. Et Trevor? Demanda Mélanie d'une voix à peine audible. Que voulais-tu dire par agression? Brody fit glisser une photo sur la table, le bras de Trevor, marqué de traces de doigts visibles. C'était jeudi soir, quand Trevor a refusé de le laisser entrer dans sa chambre.
Mélanie regarda la photo, puis l'horreur envahissant son visage. « Tu as blessé mon fils. » Il manquait de respect, protesta Hay. « Je l'ai à peine touché. » La gifle résonna dans la salle de conférence quand la paume de Mélanie heurta le visage de Hay. « Espèce de menteur. Tu m'as promis que tu ne ferais jamais ça. » Madame Harlow, intervint l'agent Donovan. « Je suggère que nous poursuivions cette discussion à notre bureau. Nous aurons besoin de déclarations officielles de votre part et de votre fils. » Ce qui suivit fut un tourbillon d'activités. Et fut escorté par 2 agents du FBI supplémentaires qui attendaient à l'extérieur. Sous le choc, Mélanie accepta de coopérer pleinement à l'enquête. Quand la salle se vida enfin, seuls Brody, Léona et Mélanie restaient. « Pourquoi moi ?» demanda Mélanie en regardant Brody. « Après ce que je t'ai fait, pourquoi m'as-tu protégé de lui ?»« Ce n'était pas pour toi, » répondit Brody. « C'était pour Trevor et Amelia. Ils ont déjà assez souffert. » Mélanie hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit Brody en se levant. « Tu dis aux enfants toute la vérité. Ensuite, nous discuterons des prochaines étapes. » En sortant, suivi de Léona, Mélanie l'appela. « Est-ce que tu m'as jamais aimé, ou étais-je juste une pièce dans un plan ?» Brody s'arrêta à la porte. « Je t'ai aimé suffisamment pour te laisser partir quand je pensais que c'était ce que tu voulais. Et je t'ai aimé assez pour t'arrêter quand j'ai réalisé qu'on te manipulait dans quelque chose de dangereux. Mais pas assez pour me pardonner, » murmura Mélanie. « Non, » admit Brody. « Pas assez pour ça. » Chapitre 8. Conséquences. 3 semaines plus tard, le paysage juridique avait complètement changé. Preston faisait face à plusieurs accusations fédérales de fraude et de crimes financiers. Ses avoirs étaient gelés, sa réputation brisée. L'enquête du FBI s'était élargie à 6 autres victimes réparties dans 3 États. Mélanie avait quitté la maison familiale pour un appartement modeste. La grande demeure restait vide, tandis que les complexités juridiques se déroulaient. Le fonds fiduciaire avait été sauvé, du moins en grande partie, grâce à une intervention juridique rapide. Le projet immobilier au Costa Rica s'était totalement effondré. Brody, quant à lui, avait acheté une maison confortable de 4 chambres, à 15 minutes de l'école des enfants. Il avait accepté un poste de consultant en sécurité dans une grande entreprise, offrant la stabilité dont sa famille avait besoin, tout en utilisant ses compétences militaires. La garde des enfants avait été réglée sans intervention judiciaire. Ils partageraient leur temps également entre leurs 2 parents, avec des vacances alternées. Trevor avait déjà revendiqué la plus grande chambre dans la nouvelle maison de Brody comme étant, surtout à moi, tandis qu'Amelia naviguait encore dans ses sentiments complexes envers ses 2 parents. Un samedi d'automne frais, Brody était assis sur sa terrasse arrière, regardant Trevor s'entraîner au lacrosse dans le jardin. Amelia était à l'intérieur, faisant semblant de lire, mais en réalité écoutait la conversation par la fenêtre ouverte. Un fait tacitement reconnu par Brody et Trevor. « Maman dit qu'elle est désolée, » dit Trevor brusquement, s'arrêtant avec sa crosse de lacrosse. « Comme 100 fois par jour. Ça devient agaçant. » « Elle a beaucoup de choses pour lesquelles être désolée, » répondit Brody prudemment. « Est-ce que tu vas jamais lui pardonner ?» demanda Trevor. Brody réfléchit un instant. « Pardonner n'est pas simple, Trevor. Je peux travailler avec elle en tant que ta mère sans pour autant lui pardonner ce qu'elle a fait à notre mariage. Ça semble dur. Peut-être, mais certaines choses ne peuvent pas être défaites. » Trevor fit tournoyer la crosse pensivement. Elle a dit qu'elle s'était laissée entraîner par le style de vie de Preston, l'argent, les relations. Elle a dit qu'elle se sentait importante à nouveau. « Et est-ce qu'elle s'est sentie sans importance avec moi ?» demanda Brody, sincèrement curieux. Elle a dit que, quand tu étais déployé, elle avait l'impression d'attendre tout le temps et... Cela l'a effrayée. Brody hocha lentement la tête. Ce n'était pas une justification, mais c'était une explication qu'il pouvait comprendre. La peur pousse les gens à faire des choses désespérées. Je l'ai vu des centaines de fois en zone de combat. « Et Preston ?» demanda Trevor. « Tu te sens mal pour ce qui lui est arrivé ?» « Non », répondit Brody honnêtement. « Il t'a fait du mal. »
Il a essayé de voler notre famille. Il mérite ce qui lui arrive. Maman dit qu'il pourrait aller en prison pour longtemps. C'est la conséquence habituelle de la fraude et des agressions. Trevor resta silencieux un instant. Je voulais te parler de ce problème avec le bras, mais je pensais que tu ne t'en soucierais plus. Les mots frappèrent Brody comme des coups physiques. Trevor, regarde-moi. Rien, absolument rien dans ce monde ne pourrait me faire cesser de m'inquiéter pour toi ou pour ta sœur. Je te protégerai toujours, je me battrai toujours pour toi. Tu comprends? Trevor hocha la tête, clignant rapidement des yeux. Oui, je comprends maintenant. De l'intérieur, Amelia appela. Papa, maman est là. Mélanie se tenait maladroitement dans le salon, vêtue plus simplement que Brody ne l'avait vue depuis des années, Jean, pull, maquillage minimal. L'image sophistiquée de l'avocate d'entreprise avait été remplacée par quelque chose de plus authentique, plus proche de la femme dont il était tombé amoureux. J'ai besoin de parler seul à ton père, dit-elle aux enfants. Pourquoi ne pas prendre vos affaires pour le week-end? Une fois seule, Mélanie regarda autour de la maison, chaleureuse, confortable, déjà montrant des signes de devenir un vrai foyer. Tu as bien réussi ici. Les enfants semblent à l'aise, reconnut Brody. Ils sont plus heureux qu'ils ne l'ont été depuis des mois, admit Mélanie. Les notes de Trevor s'améliorent. Amelia me parle à nouveau. Elle fit une pause. Je te dois des excuses. Vrai, pas juste des manœuvres juridiques. Tu ne me dois rien, Mélanie. Si, je te dois. J'ai laissé mes insécurités et mes peurs me pousser dans les bras d'un prédateur. J'ai trahi nos vœux, menti à nos enfants, essayé de t'effacer de nos vies. Sa voix se brisa. Et malgré tout ça, tu m'as sauvé. J'ai sauvé nos enfants, corrigea Brody. Tu étais une victime collatérale. Mélanie tressaillit, mais hocha la tête. C'est juste, mais je suis reconnaissante et remplie de remords, plus que je ne saurais exprimer. Brody étudia la femme autour de qui il avait autrefois construit sa vie. La colère qui l'avait animé ces dernières semaines s'était consumée en braise. À sa place, quelque chose de plus froid, plus permanent. Pas de la haine, mais une rupture fondamentale. J'accepte tes excuses, dit-il enfin. Pour les enfants, nous construirons une relation de coparentalité fonctionnelle. Mais cela restera tout ce que ce sera. Je comprends, murmura Mélanie. Je ne suis pas venu ici en espérant une réconciliation. Je voulais juste que tu saches que je reconnais ce que j'ai laissé filer et que je le regretterai toute ma vie. Avant que Brody ne puisse répondre, les enfants revinrent avec leur sac de week-end. Le moment passa, la confession reconnue mais pas pardonnée. Plus tard, cette nuit-là, après le dîner et les jeux de société, les enfants endormis dans leur nouvelle chambre, Brody s'assit sur sa terrasse avec un verre de whisky. Son téléphone vibra avec un message de Wyatt. Comment ça s'est passé avec Mélanie? Comme prévu, répondit Brody. Excuse, regret, le train-train habituel. Et tu tiens toujours bon. Certaines trahisons ne s'effacent pas, écrivit-il. Son téléphone sonna presque immédiatement. Tu sais, dit Wyatt quand Brody répondit, le pardon n'est pas seulement pour elle. C'est aussi pour toi. Je n'ai pas besoin de pardon, rétorqua Brody. J'ai besoin de clarté. Et je l'ai maintenant. La clarté, hein. C'est pour ça que tu es seul à boire du whisky à minuit. Brody sourit malgré lui. Je célèbre une victoire. La mission est accomplie. Connerie, dit Wyatt avec humour. La mission, c'était la punition. Maintenant que c'est fini, tu ne sais pas ce qui vient après. Brody réalisa qu'il y avait une part de vérité. Le but froid et concentré qu'il avait poussé depuis le message de Mélanie était atteint. Preston faisait face à la justice. Les stratagèmes financiers avaient été dévoilés. Les enfants étaient en sécurité et commençaient à guérir. Mais le vide restait. Que proposes-tu? Demanda Brody. Avancer, répondit Wyatt simplement. Pas avec Mélanie. Ce bateau est parti. Mais avec la vie. La guerre est finie, frère. Il est temps de rentrer vraiment.
Après avoir raccroché, Brody réfléchit aux mots de son ami. Le soldat en lui reconnut la sagesse. Au combat, on accomplit la mission, on honore les morts, puis on prépare l'objectif suivant. On ne reste pas sur le champ de bataille une fois sécurisé. Il leva les yeux vers les étoiles, les mêmes qu'il avait contemplées dans les camps du désert et les avant-postes de montagne. Pour la première fois depuis son retour, il sentit le poids de son armure commencer à se lever. Pas le pardon. Pas encore. Peut-être jamais. Mais la possibilité de quelque chose d'autre, de neuf. Chapitre 9 Résolution. 6 mois plus tard, le divorce fut finalisé. Les termes étaient équitables, négociés sans animosité. L'arrangement de garde s'était avéré réussi, les deux enfants prospérant sous la stabilité de leur nouvelle normalité. Preston avait accepté un accord de plaidoyer, condamné à 8 ans de prison fédérale avec des obligations de restitution qui le contraindraient financièrement pendant des décennies. La société de conseil en sécurité de Brody avait élargi son expertise militaire, précieuse en milieu corporate. Il avait ajouté 2 anciens Rangers à son équipe, créant une fraternité de soutien lui rappelant ce qu'il avait le plus apprécié durant son service. Par un après-midi printanier chaud, Brody regardait Trevor jouer au championnat d'État de lacrosse. À ses côtés, Amelia encourageait son frère avec enthousiasme. De l'autre côté d'Amelia, Mélanie gardait une distance respectueuse avec Brody, assez proche pour présenter un front uni pour leur fils, mais assez loin pour respecter les limites. Il est vraiment bon, remarqua une voix près de Brody. Il se tourna vers une femme athlétique aux cheveux bouclés bruns, observant le match avec un intérêt professionnel. Il travaille dur, répondit Brody. Potentielle bourse d'études, c'est sûr, commenta-t-elle. Je suis Vanessa, recruteuse universitaire pour Northwestern. Brody Harlow, c'est mon fils, numéro 17. Excellente compétence avec la crosse. La conversation continua facilement pendant la première mi-temps. La connaissance du jeu de Vanessa était impressionnante. À la mi-temps, Amelia tira sur le bras de Brody. Papa, je prends un chocolat chaud. Tu veux de l'eau? Brody lui tendit quelques dollars. Mademoiselle Harlow, demanda Vanessa en désignant Mélanie. Je peux vous offrir quelque chose. Mélanie sembla surprise d'être interpellée. Oh non, merci. Et c'est Stanford maintenant, je suis revenu à mon nom de jeune fille. Maman, viens m'aider à tout porter, suggéra Amelia, tentant clairement de laisser de l'espace à son père avec la recruteuse attirante. En s'éloignant, Vanessa sourit. Intelligente, pas subtile, mais intelligente. Brody rit. Ils pensent tous les deux que je devrais me remettre sur le marché. Et toi, tu dois te remettre sur le marché, demanda-t-elle clairement intéressée. Il y a 6 mois, Brody n'aurait pas reconnu cette opportunité, encore moins envisagé de la saisir. Maintenant, il la considérait vraiment. Peut-être, admit-il. Quand ce moment arrivera, on pourrait prendre un café, parler du futur lacrosse de ton fils, et d'autres choses, proposa Vanessa en lui tendant une carte de visite, leurs doigts se frôlant brièvement. Je suis en ville jusqu'à dimanche. Le jeu reprit avant que Brody ne puisse répondre, mais quelque chose avait changé. Une porte s'ouvrait sur des possibilités qu'il ne s'était jamais permis de considérer. Après que l'équipe de Trevor ait gagné dans une fin haletante, la fête se poursuivit par un dîner tôt au restaurant préféré de l'adolescent. Mélanie déclina, invoquant des engagements professionnels, laissant Brody seul avec les enfants. « Qui était cette femme avec qui tu parlais ?» demanda Trevor entre 2 bouchées de burger. « Une recruteuse universitaire », répondit Brody. « De Northwestern ?»« Oui. Elle était très impressionnée par ton jeu, papa. » Trevor leva les yeux au ciel. « Elle t'a donné son numéro. »« Je l'ai vu. »« Pour des raisons de recrutement, » précisa Brody, bien que son léger sourire le trahissait. « Tu devrais l'appeler, » déclara Amelia. « Elle est jolie et elle connaît la crosse, donc elle est aussi intelligente. »« Je vais y réfléchir, » admit Brody. Plus tard dans la nuit, après avoir déposé les enfants à l'appartement de Mélanie, Brody retourna dans sa maison vide. Il posa la carte de Vanessa sur son bureau, pas encore prêt à agir, mais ne rejetant plus automatiquement la possibilité.
Son téléphone vibra avec un message de Mélanie. Trevor ne cesse de parler de la recruteuse de Northwestern. Il dit qu'elle pourrait être la bonne pour toi. Juste un petit avertissement amical, notre fils planifie votre mariage. Malgré lui, Brody rit. Merci pour le warning, répondit-il par texto. Je vais gérer les attentes. Tu mérites le bonheur. Toi aussi, répondit Mélanie, inattendue. Je le pense sincèrement. Il regarda le message, incertain de quoi répondre. Finalement, il écrivit simplement. Les enfants aussi. Merci pour aujourd'hui. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une réconciliation. Mais c'était la reconnaissance qu'ils avaient quitté le champ de bataille pour ce qui venait ensuite, des chemins séparés mais liés éternellement par les enfants qu'ils aimaient tous deux. Le lendemain matin, Brody se réveilla tôt pour son jogging du week-end. En chaussant ses baskets, il jeta un coup d'œil à la carte de visite de Vanessa toujours sur son bureau. Après un instant de réflexion, il la prit et la glissa dans son portefeuille. La guerre était terminée. Il avait protégé ce qui comptait le plus. Il était resté fidèle à ses principes, jamais cédant, jamais pardonnant ceux qui l'avaient trahi, mais sans laisser l'amertume le consumeur. En sortant dans la lumière de l'aube, Brody repensa au message qui avait tout déclenché. Ne viens pas. Les serrures ont été changées. Les enfants ne veulent pas de toi. C'est fini. Sa réponse avait été simple. Comme tu veux. Pas de reddition, pas d'abandon, mais la déclaration calme d'un homme qui comprend que parfois, la réponse la plus puissante est d'accepter le défi et d'y répondre selon ses propres termes. La bataille avait été livrée, remportée. Et pour la première fois depuis des années, Broderick Harlow était vraiment chez lui. Ici notre histoire prend fin. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo à l'écran, et à bientôt. Okay, maybe it does stay on me? I don't know. It does, but I can't tell if it's on my body or not. God, you guys really did clutter my inventory. Where's my sword? Wait. Did you fuckers delete my sword? Well, my iron sword is here. Huh? Did I clutter your sword into the ether? You might have. Oh, fuck. Is it like invisible or something? And like, is it in my inventory but not? Ugh. Ow. I feel like I lost a lot of shit. DC didn't expect anyone with that many. What is best channel to post my crafts? You could just put it in global. My sword's actually gone. Star Player. Oh my god. No, because I had. Okay, bro, clutter inventory is busted. It's deleting items. I had food. I know I did. Not stop. This is fucked. Oh my god. I'm losing my fucking mind, bro. Where's all of my shit? I had so much. My inventory was full.
Like, I put a few things down, but it wasn't this much. This is insane. Stop. I'm actually out of food. Okay, I'm gonna sleep. Oh! Okay, I'm not gonna sleep. Oh, it's bad. Oh, it's bad. Okay. Oh, all my wood got deleted. Excellent. I actually might die to just random, like, disruptive bullshit. This is... I'm losing my fucking mind. Oh! Oh my god! Man, you let the portal get in? Oh, you're so right. I can't move, though. I can feel him wanting to kill me. I'm getting in. This is for the believers. I don't think there's any chance I'm making it. We've done it. 0 gravity. I think that's fine. My diamond pick got deleted. Okay, we might have to make a change to clutter inventory. I think I need to add a cooldown to it. Because that's clearly not intended. That's clearly not intended, right?